Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Mais c'est aussi l'ensemble des hommes et des femmes qui chaque jour y engagent leur vie. Quelle est la réalité concrète de votre quotidien? Quels sont vos défis et comment les relevez-vous? Le Canap Parcours vous donne la parole. Bienvenue. Salut Agathe. Salut Yann. Comment tu vas? Mais écoute, ça va et toi? Ça va très bien. Métro boulot dodo comme d'habitude. Hein. Change pas l'équipe qui gagne. D'accord. Alors, tu te souviens, il y a quelques semaines, on a fait un épisode qui parlait des RH où on disait ça. Justement, les RH sont censés être un peu les gardiens du temps. D'accord. Ce sont eux qui ont à peu près toutes les informations sur la vie personnelle et le parcours professionnel des collaborateurs. Ouais. C'est vraiment un petit coup de gueule, moi, que j'ai à ce niveau-là, parce que notre rôle en tant que RH, c'est vraiment d'avoir cette discrétion-là auprès des collaborateurs. Et de temps en temps, c'est pas le cas. Et je trouve ça vraiment navrant, parce qu'on a l'impression qu'on est plutôt là à être, entre guillemets, les commères de service, alors que c'est pas du tout notre rôle. Et ça dessert complètement la profession. Ah oui, parce que jusqu'à présent, j'ai pas entendu beaucoup de personnes avoir des avis très positifs à propos des toi, RH. ça n'est pas ça. Hein. Oui. Et sinon, tu as eu des expériences concrètes? Ah oui, moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle. Ça m'est déjà arrivé où, en plein pause déjeuner, la RH en face de toi expose ta vie de façon complètement... pas forcément désintéressée, mais en tout cas en toute simplicité. Et donc, c'est vrai que toi, en tant qu'interlocutrice, tu es un peu interloquée. Et on a reçu quelques retours. Ah bon? Oui, on a reçu quelques retours. D'accord. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une invitée. Très bien. Comment tu vas? Bonjour Agathe, bonjour Yann, je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Ça va. Hein. Bon, je ne vais pas répéter métro, boulot, dodo, je l'ai déjà dit. J'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dans la vie, je suis chargée de ressources humaines. D'accord. Le métier des ressources humaines, c'est pas nécessairement quelque chose de, clinquant, quoi. Tu vois. C'est vrai, donc, on n'a pas très bonne réputation. Voilà, ça n'a pas très bonne réputation. Ça n'a pas non plus la réputation de très bien payé. On n'en entend pas nécessairement beaucoup parler. C'est quand on est à l'école et tout. Donc, qu'est-ce qui, toi, jeune, t'amène vers ce métier-là, vers ce domaine? La première raison, si je veux être honnête, c'est que quand j'étais plus jeune au lycée, je trouvais que DRH, ça sonnait classe en fait. Parce que souvent à l'école, quand il y avait des journées carrière, on disait qu'il y avait tel DRH de telle entreprise qui venait et tout. J'ai envie d'être DRH aussi, c'est comme ça que c'est parti. Et après, dans les études, quand j'ai fait ma classe prépa, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, honnêtement, pour m'orienter. Et j'avais un profil assez polyvalent aussi, je m'en sortais bien dans les différentes matières. Et je trouvais que quand on avait des matières comme management, des trucs comme ça, je trouvais que j'aimais le fait de résoudre des problèmes, voir le contact humain et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc je m'oriente comme ça en ressources humaines. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Et c'est à partir de mon premier stage, donc mon stage découverte, j'ai l'opportunité d'occuper un poste d'assistante RH dans une petite boîte. Donc là, dans la fonction RH, je touche un peu à tout. Et c'est là que, après mon stage, j'ai vu que j'aimais bien et j'ai bien voulu continuer comme ça. C'est là que c'est parti. Sinon, le vrai déclic, il n'y a pas eu de déclic, genre je n'étais pas là et puis je me suis dit, oui, j'ai envie de travailler dans les ressources humaines parce que je sens que j'ai une vocation. Non, ça s'est fait petit à petit. D'accord. Bon, c'est bien d'avoir cette information-là parce que c'est souvent que ce soit dans les podcasts, à la télévision, tu as souvent des descriptions, un peu fantasmées, genre un peu idylliques. C'est pas que la fonction RH, mais de comment on décide de faire un métier, quoi. C'est quand j'étais enfant, j'ai vu tel truc et oui, ça m'a fait le déclic. Il y a toujours des histoires, quoi. Là, on voit que il y a des parcours qui sont quand même, j'ai envie de dire,
c'est normal. C'est normal. Non, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler en entreprise, mais exactement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et tu as progressivement découvert. Je suis rentrée dans les ressources humaines, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert, j'ai aimé. Après, il y a eu une période de 12 où je me suis dit non, je ne veux pas. Après, bon. C'est bien que tu introduises ce propos parce que j'aimerais savoir ce que apporte le métier des ressources humaines au quotidien et quelle est la définition de la responsable ressources humaines ou la chargée de ressources humaines. Mais c'est de gérer. Moi, je dis souvent de gérer les humeurs des hommes. En fait. Gérer les humeurs des hommes et des femmes. Enfin, homme avec grand H. C'est vraiment gérer les humeurs des gens, grosso modo. Parce que quand tu arrives le matin, il n'y a pas de journée type. Il y a de belles choses qui arrivent. C'est tout comme la relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse. Mais du moment où tu es avec ton semblable, il y a des éléments qui feront que votre relation pourra être saine. D'accord. Il peut y avoir des frictions, on arrive à gérer. Il peut y avoir aussi des moments où la relation peut être toxique et quand c'est comme ça, il faut s'en séparer. Donc c'est de gérer les humeurs de sorte à ce que on puisse être dans un environnement bienveillant, que tout le monde puisse y gagner pour son compte. C'est un peu ça ma définition de travailler dans les ressources humaines. D'accord, j'aime bien la définition gérer les humeurs des hommes. Ça veut tout dire. C'est particulier, voilà quoi, ça veut vraiment tout dire. Mais revenons à notre sujet principal, vu que tu nous as répondu lorsque nous avons osé dire que les RH sont des pipelettes. Alors, les RH sont-elles des pipelettes? Où sont-ils? Êtes-vous des pipelettes? Je suis pas une pipelette. J'ai envie de dire non. Parce que la fonction ne veut pas qu'on soit des pipelettes, en fait. Genre, à cause de la déontologie, tu as tout ce qui est respect des valeurs, respect des hommes. Non. Mais en même temps, on connaît l'homme avec ses qualités, ses défauts. Donc, il peut y arriver qu'il y ait des RH qui sont des pipelettes. Mais moi, je ne vais pas mettre ça sous le compte de la fonction. Je vais mettre ça sous le compte de la personne, en fait. D'accord. Parce que les pipelettes, tu peux en avoir partout. Tu peux avoir un DG qui est une pipelette, tu peux avoir un contrôleur de gestion qui est une pipelette, un développeur qui est une pipelette et tout. Mais c'est vrai que quand c'est dans la fonction RH, ça porte atteinte à la fonction, comme Agathe l'a dit dans la précédente vidéo. Et c'est dommage, en fait, de constater que les personnes même qui sont garantes de la vie privée un peu des gens qui sont censés conserver les informations extra-professionnelles privées, quand c'est divulgué en entreprise, c'est vilain à voir. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on doit dissocier justement la personnalité qui peut être pipelette au quotidien dans le privé et la fonction elle-même en fait? Mais surtout la personne dans la fonction. Oui. Tu peux être une pipelette comme ça, tu veux, où tu oui. veux, voilà. Mais à partir du moment où tu détiens les infos personnelles tout à fait. de gens, pour moi, si tu étais une pipelette, tu te débrouilles. Exactement. Mais tu n'es plus une pipelette, quoi. Exactement. Exactement. C'est comme, il y a des codes de conduite, en fait. Quand tu es en entreprise, tu te dois de respecter, il y a un règlement intérieur. En fait, on est tous tenus de respecter ce règlement intérieur-là. Après, ce que tu fais de ta vie, en dehors de ta vie, généralement au travail, on aime bien se dire, tu fais ça hors de l'entreprise, à plus d'1 kilomètre, parce que même quand tu es devant l'entreprise, ce que tu fais, c'est vrai. Ça peut être toujours retenu contre toi. Donc, tu attends d'être à plus d'1 kilomètre. Comme ça, je ne vois pas en tant qu'RH ce que tu fais de bizarre et tout. Mais oui, on doit vraiment on doit dissocier en fait le privé du professionnel. En tout cas, quand on est dans l'entreprise, chacun a sa place en fait. Et chacun respecte ses devoirs et tout. Mais comment alors est-ce qu'on se retrouve? Comment est-ce qu'on se retrouve à avoir des informations des gens qui circulent? Les concours de circonstances. Ah bon? Les concours Mais quand les informations circulent, c'est pas forcément de la faute des RH, ce que je veux dire. On va donner des cas particuliers. Dans la précédente vidéo, tu avais donné l'exemple
des informations à caractère confidentiel, genre ta date de naissance, ton taux d'imposition, par exemple. Ça, oui, ce sont des informations. On n'a pas à divulguer. J'imagine difficilement comment la RH va arriver à divulguer ces informations-là. Le taux d'imposition grave, autour à la pause café ou à midi. Mais tu sais, son taux d'imposition, il gagne bien sa vie. Hein. Et quand je dis que c'est des concours de circonstances, c'est que au travail, les gens parlent beaucoup. Exact. Autour de la pause café, pause club et même le déjeuner ou les soirées after work et tout, il y a beaucoup d'informations qui sortent, à la fois informelles, formelles, confidentielles et tout. Donc, c'est pas parce qu'on est on est à la pause qu'on va oublier notre devoir aussi. On est toujours dans l'entreprise, en fait. On est toujours dans un cadre professionnel. Mais c'est chaud comme... Sur ça, je ne sais pas ce que je vais dire, mais en tant que RH, je ne vois pas en fait pourquoi tu vas divulguer ces informations-là. J'ai déjà assisté à des conversations entre collègues où j'avais des informations, mais tu te dois d'appliquer là ton droit de réserve. Même si tu sais que le collaborateur en face de toi, il est en train de s'inventer une vie. Tu peux pas parler en fait, parce que si tu dis que c'est faux, comment tu vas dire que... Comment tu justifies, comment tu prouves? Comment tu justifies que c'est faux? Et puis, il y a une sorte de trahison de confiance aussi, parce que quand toi tu me confies tes dossiers et tout, on se dit qu'avec RGPD, moi je n'ai pas à divulguer ces informations-là. Il y a une relation de confiance aussi. Donc si moi en tant que RH, je vais divulguer cette information-là, il y a une confiance la confiance elle se brise et demain tu n'auras pas forcément le courage de venir vers moi et tout. Exactement. Ouais. Mais votre vie alors doit être très difficile parce que tu sais c'est particulièrement, même dans la vie en général, c'est particulièrement compliqué de savoir quelque chose, d'avoir en face de soi une personne qui est, disons, en train de mentir et de ne pas pouvoir dire, mais toi, tu mens. Je me dis que c'est pas mes affaires en fait, j'ai pas à m'en mêler. Après, tout le monde n'aura pas ce réflexe-là, je suis d'accord, mais j'ose croire que la plupart des RH appliquent ce droit des réserves-là quand même. Et tu vois, là, du coup, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi les difficultés. C'est vraiment pratique, quoi. Pas la théorie, pas les choses qu'on va lire dans les livres ou ce que des gens vont nous raconter de façon édulcorée sur le concret de la fonction RH. C'est quoi les challenges? Tu vois, dans la fonction RH, il y a plusieurs volets. Il y a le recrutement, il y a la formation, il y a le disciplinaire, il y a le conseil auprès des managers et tout. Ce que je trouve difficile, c'est le conseil en fait. Et puis le disciplinaire. Parce que là, c'est en dehors de tes compétences, tu ne vas pas forcément appliquer des trucs qui sont techniques. C'est vraiment le comportement que tu vas gérer. Et ce qui est difficile, c'est de garder la frontière intacte entre ce qui est privé et puis ce qui est professionnel. Je peux donner un exemple concret. Un manager qui va avoir dans son équipe des problèmes avec une personne de son équipe. Quand on va chercher à savoir en fait ce qui se passe, le manager peut venir spontanément vers nous pour nous dire voici la situation que je rencontre. Ça peut être le collaborateur aussi. Et quand on se rend compte que le collaborateur, par exemple, s'il vit un mal-être ou s'il y a sa vie privée qui influe son rendement, sa productivité, on compatit, on est empathique, on sait que le collaborateur va mal, c'est pas de son fait parce que voilà, il y a des événements extérieurs qui influencent sa manière de travailler. Mais l'entreprise aussi, donc, tu as un devoir, soit de résultats, de moyens, des trucs comme ça. Donc, ce que nous, on va faire, RH, on comprend le sujet. On ne va pas plus s'avancer que ça, mais on va peut-être te recommander à la médecine du travail ou bien à l'assistance sociale. En tout cas, on va te proposer des solutions et puis t'accompagner parce qu'on n'a pas ce droit-là de rentrer dans le perso. Quand tout ça l'a fini, nous, on se doit de conserver ces informations-là. Et par
parfois, quand il y a un problème, en fait, c'est assez palpable, que ce soit des managers extérieurs, des autres collaborateurs, même quand on est en train de se voir pour discuter, les gens savent qu'il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça va partir par des rumeurs, des bruits de couloir, et dans les bruits de couloir, il y a... De tout et n'importe quoi, exactement. Il y a du faux, il y a du vrai, il y a tout et n'importe quoi, en fait, dedans. Donc, ce qui est difficile, c'est d'essayer de s'assurer que ce qu'on se dise à huis clos reste à huis clos. Ouais. Et quand il y a différentes personnes qui interviennent dans le sujet, c'est compliqué de s'assurer qu'il y ait cette confidentialité-là quand même. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre des sanctions pour toutes les personnes présentes? C'est ça, en fait. De sorte que si une information est divulguée, alors que tu n'en avais pas le droit... Non, tu signes un pacte. C'est pourquoi, non, quand on fait des trucs, c'est assez cadré. Ouais. Quand, par exemple, on va convier un collaborateur à un entretien, on va lui dire qu'il peut se faire accompagner, soit par un représentant de l'entreprise ou bien un représentant du personnel d'une autre entreprise, en tout cas établie par la liste de la mairie, un truc comme ça, en fait. Donc, on essaie de trouver un cadre. On signe des documents, on sait que c'est qu'on se dit là, c'est pas censé sortir. Mais si ça sort, le collaborateur, il peut nous poursuivre. Bien sûr. Comme ça. Donc, nous, en tout cas, on va apporter des éléments qu'on a essayé d'être carré, d'être formel, de garder cette confidentialité-là intacte. Mais après... on ne maîtrise pas tout en fait. Et c'est ce qui est frustrant dans la fonction RH que moi je trouve. C'est que quelque part tu peux avoir de bonnes idées, de bonnes intentions, mais tu sais pas de quoi, tu sais pas en fait à quoi t'attendre. Tout peut arriver. Ça peut être frustrant dans la fonction RH. Par exemple, toi tu es développeur, tu fais ton code. Je sais pas, tu as un algorithme, tu sais que si tu fais ça et ça et ça, tu sais à quel résultat t'en tenir. Chez nous, c'est assez aléatoire. Nous, c'est assez aléatoire. Et voilà, l'humain, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de... On maîtrise pas l'humain, on maîtrise pas tout ce qu'on peut faire, les décisions qu'on prend. Nous, les RH, je trouve qu'on n'est pas assez... On n'a pas assez la main dessus, en fait. Je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais voilà. En parlant de ça, moi, ce qui peut m'intéresser également, tu as parlé de plusieurs catégories qui composent les ressources humaines. Pour toi, il faut avoir quelle personnalité pour exercer ce métier en ressources humaines? En tout cas, quelles sont les ressources qui te permettent de tenir? Parce que je pense que tu dois être confronté peut-être à des situations très difficiles. Oui. Et moi, ce qui me marque toujours dans ce métier, c'est de savoir comment être impartial. Voilà, en face de quelqu'un qui est peut-être dans la difficulté, qui va se faire licencier, quelles sont les ressources que tu as pour te protéger surtout? Et juste avant que tu répondes à cette question, je veux te partager l'expérience d'un grand frère et ami à moi qui, disons, a une belle carrière et avait progressé jusqu'à un poste de manager dans une banque. Et à partir de là, justement, tu commences à être dans les réunions avec les RH. En gros, tu commences à être dans le gotard de l'entreprise, tu vois. Et une des phrases qui m'avait sorti, c'est que tu ne peux pas t'imaginer à quel point dans ces discussions-là, les gens, les salariés, c'est comme de la chair à canon, quoi. Lui, lui, il n'est pas très performant et tout. Mais en fait, c'est genre, il y a une sorte de... En tout cas, dans ces mots, c'était comme s'il y avait une sorte de déshumanisation de la personne, des personnes, en fait. Tu vois. Et à ce moment-là, c'était que vraiment les intérêts de l'entreprise qui comptaient. Et voilà, quoi. Du coup, toute cette partie accompagnement que tu évoquais là, dans ces mots, on ne percevait pas tellement cela. Après, peut-être que c'est spécifique au RH de son entreprise. Mais ça rejoint un peu mon propos, ce que tu dis. Voilà, donc, bon, peut-être qu'il faut avoir le cœur dur. Ça rejoint, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a tes valeurs. Et il y a les valeurs de l'entreprise, il y a les intérêts de l'entreprise. Il faut savoir que quand tu es RH, c'est une position où c'est entre le marteau et l'enclume, en fait. Parce que tu luttes contre toi-même tes propres valeurs. Il faut savoir que tu es dans une position où tu dois défendre les intérêts de l'entreprise. Tu dois toujours être du côté
de la direction. Ça ne veut pas dire que tu es toujours d'accord avec la direction. Attention. Tu défends les intérêts du salarié. En fait, toi, en tant que RH, tu agis vraiment en tant que diplomate. C'est vrai que le dernier mot ne te revient pas, mais toi, tu appliques vraiment ton rôle de conseil. Ton DG, ton directeur général, il te dit qu'il veut faire ça, il veut faire ci, il veut faire ça. Il va appliquer une décision qui va certainement faire du mal et tout. Toi, en tant que RH, tu vas lui dire, en fait, voici ce que tu veux faire. Voici les avantages, voici les inconvénients. Pour éviter les inconvénients, voici les solutions que nous, on te propose et tout. Et puis, on t'aide, en fait, on met tous les éléments devant toi pour que tu puisses prendre la meilleure décision possible. Forcément, quand tu vas prendre ta décision, tu vas faire des satisfaits et des insatisfaits. Mais on essaie de limiter un peu la casse. C'est vraiment ça, nous, notre rôle. On va venir arbitrer. Mais en donnant toutes ces informations, en donnant tout ce conseil au directeur, là, il est libre de prendre sa décision. Mais au moins, nous, on sait que quand il va prendre sa décision et qu'il y aura les conséquences seront lourdes derrière, on sait que on a agi en tant que RH, on a prévenu. Voilà. Donc, pour revenir à la question d'Agathe, quelle personnalité tu dois avoir? Tu dois savoir faire, dans un premier temps, prise de recul. Tu dois avoir cette prise de recul là. Et puis, ne pas trop mettre le cœur. Et oui. Ne pas trop mettre le cœur. Est-ce que c'est facile, ça? C'est pas facile. Ne pas trop mettre le cœur parce qu'aujourd'hui, je me dis, même si je suis RH, je demeure une salariée de l'entreprise. Et une RH, on la vire. Une RH, on la licencie. C'est vrai. Aussi. Incroyable. Une RH, on la licencie. Même si je suis du côté de la direction, même si je vais transmettre la direction, que je fais figure de la direction, on peut me licencier du jour au lendemain. Bien sûr. C'est vrai. Donc, je fais au mieux pour appliquer ce qu'on me demande, parce que ça rentre aussi dans mon devoir. Donc, forcément, tu vas faire les choses à contre-cœur. Moi, je dis honnêtement à mes collègues, quand on se voit ou bien quand on est dans un entretien de recadrage ou un truc où je ne suis pas à l'aise, déjà, ça se voit, ça se sent. Et je te dis clairement, je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais il faut le faire quand même, parce qu'après, c'est moi qui vais me faire envoyer. Et je serais un peu égoïste. Moi, je préfère conserver mon emploi que de me faire renvoyer. Oh là 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 là. Je suis un peu égoïste. Oh là là. Tout le monde va travailler pour son intérêt, en fait. Parce que si je suis en face d'un collaborateur que je dois licencier, que je n'arrive pas à licencier ce collaborateur, non seulement il va se faire licencier par quelqu'un d'autre que moi, mais moi aussi, je vais me faire licencier, en fait. Moi aussi, je vais me faire licencier. Donc, on va choisir le moindre mal. C'est bien que tu parles de ça. On va choisir le moindre mal. Quelle est la situation, ou si tu as en mémoire une situation où là, tu n'étais vraiment pas à l'aise, tu n'étais pas bien, mais que tu as dû quand même mener l'action? J'ai eu un cas où, suite à une enquête, il y a un collaborateur en fait, qui a subi une enquête de harcèlement. Harcèlement, pas harcèlement sexuel et tout. On trouvait que c'était un manager qui était trop dur, trop strict. Et il y a eu une enquête. L'enquête a révélé que il n'était pas trop strict. En fait, il appliquait son travail. Sauf que les représentants du personnel, ils ne voulaient plus de lui. En fait, ils ont dit que ils ne veulent pas de lui comme manager encore pour telle équipe et tout, que les gens ont souffert. Mais lui-même, en tant que manager, il a souffert, tu vois. Bien sûr. Ils ont décidé, la direction a décidé de ne pas le renvoyer parce que l'enquête a montré qu'il n'est pas coupable. Mais en même temps, tu as des représentants aussi bien sûr. qui sont assez virulents et tout. Donc, la solution, ça a été de le reclasser. C'est un peu le rétrograder. Il va changer de fonction. Il ne sera plus manager et tout. Mais s'il n'est plus manager, là, c'est dur. Il perd les avantages qu'il avait en tant que manager bien sûr. Et tout. Ça s'est passé avant que je n'arrive. Et moi, j'arrive dans l'entreprise. On me dit, tu dois voir le monsieur. Un monsieur pour lui expliquer tout ça beaucoup. Oh là là. Un monsieur qui m'apprécie beaucoup. Et moi, je vais le voir pour lui dire, voici ton nouveau poste. Bon, il savait qu'il allait changer de poste. Mais il ne savait pas tout ce que cela allait impliquer. Bien sûr, bien sûr. Pour lui, il change juste de poste. Sauf que ce n'est pas changer juste de poste. Tu changes de poste. Mais tous les avantages que tu avais qui étaient liés à ton poste là, tu
je ne les a plus. Ça c'est une opération en bisoutage ou comment ça C'est, se passe? franchement, j'ai entendu beaucoup d'histoires de bizutage, mais celle-là, Purée. C'est moi qui pépite, quoi. devais gérer ça. Alors que tu venais juste d'arriver. Ça faisait 2-3 mois, mais Mais c'est quand même récent. c'est Ouais. récent. Et surtout que, même si c'était pas. Enfin, on va dire, oui, je connaissais un peu, j'avais une idée de l'histoire, mais je sais pas tout ce qui s'est passé Bien derrière. sûr. L'enquête, tout ce que le monsieur a vécu derrière. Franchement, c'était douloureux. Waouh. C'était douloureux parce que bon, quand les gens t'apprécient, qu'on le veuille ou pas, on se dit, ben, ce sont pas mes amis et tout. On est des humains, hein, forcément. Bien sûr. Il y a une certaine relation qui se cache. Je dis pas que le monsieur c'était mon ami, mais quelqu'un avec qui tu discutes, tout, on se voit, on entretient. En plus, j'ai le manager, je suis accompagnée de son manager et tout. Et je lui dis, ben, comme tu t'attends, tu vas changer de poste et tout. Donc, il est d'accord, jusque-là, ça va bien. Et je dis, ben, en fait, voilà, ta classification va changer. Au niveau de ton salaire, voici la Aussi proposition qu'on te fait. Le salaire, il baisse. En fait, le salaire, il ne baisse pas. Je vais dire Ah, ça. encore heureux. En fait, ce qui... Là, je vais être politique. Hein. Oui, bon, on reconnaît bien la On connaît bien les RH, là, bien sûr. Je dis que le salaire, il ne baisse pas. Non, enfin, on n'a pas le droit de baisser son taux horaire. exact, le Son fixe. salaire brut, il ne va pas bouger. Je comprends. En tant que manager, il avait certaines primes Qui n'aura Aïe, plus. aïe, 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 qu'il aïe. n'aura plus. Faire accepter ça au monsieur. Et là, il a vécu ça comme un coup de massue. Et même le manager aussi, qui était censé être de mon côté, il dit là, c'est trop quand même, son salaire, il ben. baisse trop. Je l'ai très mal vécu. Ah ben tu m'étonnes. Donc le monsieur, il a dit tout ce qu'il pouvait dire, que oui, il a des enfants en bas âge et tout. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, ça, le mental là, pour C'était gérer ça. dur, parce que mine de rien, ça lui faisait perdre 300 € par mois. C'est pas rien. Tu es habitué à un style de vie, tu as tes charges et tout. Et puis on vient te dire que là, de ton salaire, là, j'enlève 300 €. Oh purée. C'était difficile pour le Il est quand même collaborateur. resté au sein de l'entreprise? Donc, j'entends ce que j'entends ce qu'il me dit. Je Ouais. dis, ben, je vais remonter l'information. On va essayer de renégocier et tout. Il me dit, je sais que ce n'est pas toi que tu joues ton rôle, mais D'accord. voilà, moi aussi j'ai mes sentiments. Donc, en fait, tu te prends plein la figure en fait. Ouais. Tu te prends plein la figure. Et moi, la stratégie, c'est pour certains, ça va être dur, mais genre, tu réagis pas en fait. D'accord. Tu réagis Tu pas. restes, Oui, Il tu faut rester restes. stoïque. Ouais. Tu prends les informations. Pour certains, ça peut paraître dur, mais pour toi-même, en fait, parce que si tu veux répondre, tu risques de t'écarter, en Et puis fait. c'est une sorte de protection Oui, que c'est tu une te mets sorte de aussi. protection Ouais. aussi, parce que limite, moi, je suis quelqu'un de assez empathique. Je peux être une épaule, je vais commencer à pleurer. Bien sûr. Ouais. Non, je lui dis que je l'entends, je comprends, je vais voir ce que je peux faire. C'est tout, je me suis Ouais. arrêtée là. Ouais. On a essayé de faire les négociations. C'était compliqué aussi parce que là-haut, il n'y a pas de budget. Et puis pour le poste qu'on lui a donné, il peut pas conserver ce truc-là. Ces avantages. Parce en que fait. derrière, s'il y a un contrôle de l'inspection du travail, ben c'est pas juste, c'est pas équitable. Et ce sont des choses qui vont rester. Demain, s'il n'est plus là, quand on recrute quelqu'un à la place, ben ils vont dire la personne qui était là avant touchait Exactement. plus. Ouais. Donc nous aussi, on a ces contraintes-là. On s'est revu une autre fois avec la responsable RH et tout. Je pense que comme ma responsable était là, c'était aussi dur parce que pareil, il nous a craché aussi à la figure. Mais bien sûr. Il a accepté à contre-cœur, mais ça c'était difficile quand même. C'était difficile à gérer. Et Ah oui, après il quand m'a même, hein. dit, il est désolé, mais voilà, c'est ce qu'il ressent, il exprime son ressenti. C'est pas facile pour lui. Et lui compris, il vivait aussi un mal-être parce que il a été accusé, on a fait une enquête qui n'a Ça rien fait démontré. beaucoup, hein, Et malgré ouais. ça, il ne conserve pas son poste, il passe ailleurs, alors que c'était la solution qu'on pouvait trouver pour ne pas qu'il quitte l'entreprise. Bien en fait. sûr. Je suis de plus en plus confrontée à des personnes, généralement ça tourne autour du salaire Ouais. ou du manager. Tu es en face des personnes qui vivent souvent un mal-être. Non, mon salaire, je ne suis pas satisfait parce que j'ai l'impression de tout donner et de ne pas être augmenté à ma juste valeur et des trucs comme ça. C'est difficile c'est ce qui est difficile de gérer. Faire vraiment... c'est pas que tu fais face, enfin, tu restes stoïque comme on a dit là. C'est vraiment ça. Tu restes stoïque. J'aurais 2 points sur cette histoire-là. Elle
Elle est C'est incroyable. fou, hein. Elle est incroyable. Mon premier point, c'est une remarque. Puisqu'on parlait initialement de qualité pour pouvoir endosser cette fonction-là, j'ai entendu un peu de lâcheté dans ton histoire. Pas venant de toi, venant du manager et de ta responsable, ou ton responsable, parce que je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Parce que, à mon sens, pour quelqu'un qui est présent dans l'entreprise que depuis 3 mois, qui n'a pas tout le contexte, qui n'a pas vécu tout ce qui s'est passé, c'est la responsable qui aurait au moins dû te briefer sur l'ensemble de l'histoire avant de t'envoyer au front ou même t'accompagner. Après, j'ai eu le choix. Ah, Enfin, d'accord. on a été briefé au début. Ben voici. En fait, ça a été raconté de façon assez brève, quoi. Oui, il y a une histoire et tout. Je savais qu'il y avait ce passif-là, mais derrière lui, ce qu'il a vécu, en fait, lui, il m'a vraiment raconté tout ce qu'il a vécu. Et c'est cette information que nous, on n'a pas forcément, tu vois. On s'est dit, bon, parce que du point de vue de la direction, ça a été chaud. On a failli le renvoyer, mais on a lutté pour ne pas qu'il soit renvoyé. Donc, voici la proposition qu'on lui fait pour ne pas le licencier. Donc, du côté de la direction, on a quand même rattrapé le tir. Sauf que lui, derrière, il ne voit pas ça comme rattraper le tir. Est-ce que ça a été partagé avec lui, ça, en fait? Parce que, tu sais, on peut avoir l'impression de se battre pour quelqu'un. Mais si cette personne-là ne sait pas qu'on est en train de se battre pour lui ou pour elle, mais tout naturellement, lorsque la solution qu'on lui propose lui fait perdre un ensemble d'avantages, de choses dont s'il ou elle bénéficiait, c'est normal que la personne ait cette réaction-là. Est-ce qu'il y a vraiment eu cette communication-là entre les deux parties pour que lui, il soit en capacité de comprendre ce qui se passait derrière? À quel point il était en danger? En fait, il savait qu'il allait changer de poste et justement, en fait, c'est peut-être lui qui n'a pas tout compris ou peut-être qu'on lui a dit des choses. Est-ce qu'il a compris qu'il a failli être viré? Oui, il a compris qu'il a bien failli être viré parce qu'à la suite de l'enquête, c'était ça en fait. D'accord. Si l'enquête montrait qu'il était coupable, il allait être viré. Et il savait que les représentants n'étaient pas contents du résultat de l'enquête en fait. En fait, lui, il savait qu'il allait changer de poste. Donc pour lui, il était tranquille. Il dit, ben, je ne veux plus avoir affaire à eux, je ne veux plus manager pour qu'on me dise que je fais du harcèlement. Mais vraiment, ce qu'il n'avait pas appréhendé, parce qu'on lui a dit, ben, on va essayer de te changer de poste et tout. Et peut-être que ce qu'on ne lui avait pas dit au début... Que changer de poste, ça veut dire changer de salaire et tout. Ah, mais oui! Que changer de poste, typiquement, on lui a dit... Ça a été très politique. Ton salaire ne va pas changer. En soi, ton salaire brut, il ne change pas. Ouais. Mais tes avantages, les primes que tu avais qui étaient liées à ton poste, tu ne les as plus. Et c'est ça qu'il n'a pas compris en fait. En revanche, moi, je n'aurais pas parlé de lâcheté. Peut-être. Oui, hein. Je pense que, en fait, justement, le fait que Sekinel était là depuis pas très longtemps, ils ont peut-être joué sur la neutralité. Exactement. Le fait qu'elle n'avait pas l'historique. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'était ça le truc de ma responsable et tout. Parce qu'on a eu d'autres cas aussi comme ça, où là même j'ai dit, ben, estime-toi heureux que je sois en face de toi parce qu'au moins je suis neutre. Voilà. Ouais. Ça, c'était avec un autre problème que j'ai eu aussi à gérer. Mais j'ai eu la proposition de ma responsable. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'accompagne? La première fois, je lui ai dit non, j'y vais. Parce que franchement, je me suis dit, bah, ça va aller, on a rattrapé le tir. Et puis, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et tout. Je suis partie là comme ça. Et je pense que moi aussi, je me suis dit que c'était un truc qui allait vite aller. Qui allait partir, on allait traiter ça rapidement, tu vois. Donc tu penses qu'il y avait une petite naïveté? Il y avait certainement la naïveté du début ou bien tu te dis que c'est un dossier qui se gère facilement. Et non, donc double peine pour moi. Et la seconde fois, parce que je lui ai dit, ben, je remonte tout ce que tu m'as dit, je reviens vers toi. La prochaine fois quand je suis revenue, j'étais avec ma responsable et son manager et tout. Avec le manager aussi, on a eu à se parler. J'ai dit, ben là, par exemple, je ne me suis pas assez soutenue parce qu'on est censé être du même côté. Et pour le manager, lui, il savait déjà qu'il allait perdre aussi, mais il disait que ben, il ne savait pas que ça représentait autant. Ben, il est marrant, lui, non, mais franchement. Donc, il ne savait pas que ça représentait autant. Tu avais dit que tu avais un deuxième point? Le deuxième point, c'est plus sur ton ressenti à toi. Là, tu as bien expliqué que
pendant cette réunion-là, il faut que tu fasses... Que tu sois impartial. Il faut que tu sois impartial. Il faut que tu sois stoïque. Il ne faut pas qu'on remarque tes émotions. Mais après, comment tu vis ça? Comment est-ce que tu ressors de là grandi? Parce que moi, en général, je me dis, quel que soit ce que tu vis en entreprise, quel que soit ce que tu vis même dans la vie en général, le plus important, c'est d'en ressortir grandi. C'est d'en ressortir en ayant appris quelque chose dont on pourra se servir ensuite. Voilà. Là, en plus, vu que c'est ton boulot, c'est sûr que des situations comme celle-ci, tu vas devoir tu vas en rencontrer plus. Donc, comment est-ce que tu ressors grandi de là? Quel process interne tu appliques? Qu'est-ce que tu en ressors? Enfin, comment tu t'en sors de là avec une Chekinaël meilleure? Déjà, tu sors de là, tu as envie de parler en fait. Ouais. Parce que souvent... Pipelette. On en revient. Tu as envie de parler. Un collaborateur lambda, quand il ne se sent pas bien, il va parler à son manager ou il va parler à la RH. Mais la RH, quand elle ne se sent pas bien... À qui est-ce qu'elle parle? Mais ça, c'est un point très important. Et une fois, je me souviens que j'avais vu sur LinkedIn que les RH ont besoin de psy. En tout cas, on a besoin de pouvoir se confier. Mais on se parle entre nous. On se confie entre nous. On se dit, j'ai eu un cas difficile à gérer et tout. Et puis, les autres t'apportent aussi leur point de vue. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu de là, c'est que c'est vraiment la prise de recul, en fait. Même et de ne pas aussi avoir trop d'affinité avec les collaborateurs, malgré toi. Et c'est pour ça que derrière, on va dire que les RH, elles sont méchantes. Tu n'es pas méchant, c'est juste que tu mets un peu des barrières. Parce que quand les situations comme ça vont se passer, tu as mal pour le collaborateur, tu as mal pour toi aussi. Parce que tu te mets à la place de la personne. Moi, si tout de suite, on me dit qu'on va couper mon salaire, on va diminuer mon salaire de 300 €, mais j'aurais mal, je vais pleurer. Tu ne peux pas, en fait. Donc, tu mets vraiment de la barrière, malgré toi. Parce que c'est pour te protéger. Demain, ça fait que tu n'es pas trop envahi par les regrets, les pensées. En fait, tu fonctionnes un peu comme un médecin. C'est vrai, exactement, en fait. Qui va opérer, qui va peut-être avoir un décès et qui va devoir vivre avec, en fait. Ouais, j'extrapole, mais c'est un peu ça. C'est vrai. Et dans un monde idéal, qu'est-ce que tu voudrais pour une RH, par exemple, en termes de soutien? Qu'est-ce qui manque à ta fonction? Dans des cas comme ça, par exemple. Ce qui manque à ma fonction, en fait, c'est de faire savoir aux collaborateurs que nous, on est des salariés, qu'ils imprègnent que nous sommes salariés, que nous sommes confrontés aussi aux mêmes difficultés qu'ils rencontrent. Parce que moi aussi, j'aurai mon entretien annuel, je peux me battre aussi pour une augmentation, je peux être frustrée. Nous aussi, on connaît beaucoup de frustration. Parce que savoir que tu es devant les gens, tu as une certaine prestance, tu as un certain pouvoir, mais moi, je ne ressens pas de pouvoir vraiment de RH quand je me retrouve devant le directeur. Et que finalement, quel que soit ce que je vais lui dire, il fera ce que lui, il veut. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est encore plus frustrant parce que demain, quand il y aura des problèmes, c'est pas le DG qu'on va voir, c'est tout de suite la RH qu'on va voir. Ou le RH qu'on va voir, en fait. Donc, que ce soit bon. Donc, des deux côtés, en fait, c'est vraiment le marteau et l'enclume. Des deux côtés, tu es mal vu. Ou tu peux être mal vu. Il faut accepter de vivre avec. Mais est-ce que ce serait pertinent dans une entreprise d'avoir un psy, par exemple, qui serait dédié au RH, par exemple? Ou c'est un peu trop? Un psy dédié au RH dans l'entreprise, bon... en tout cas, en France, ici, je ne vois pas ça. Je peux te dire qu'ils ne vont pas sortir le budget pour ça. Mais vu que nous, on a l'assistante sociale nous-mêmes, on va se diriger vers l'assistante sociale. Ok, donc ça, c'est pas mal. Mais moi, je ne vais pas me diriger vers l'assistante sociale de mon entreprise. Ça me fait bizarre. Okay. Je vais aller voir ailleurs. Mais oui, on a besoin de consulter. Moi, je pense que les gens ont besoin de savoir que nous aussi, on est des salariés et qu'on a des frustrations aussi. C'est pas pour défendre la fonction RH. Il y a des RH
qui sont parfois inhumains et tout. Mais moi, je pense que c'est pas de volonté, en fait. Parce que j'ai rencontré des RH qui sont pas sympas. Mais je pense que c'est la fonction qui te pousse à devenir comme ça. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la fonction qui te pousse à devenir comme ça. Au vu de ce que tu expliques là, s'il faut, disons pendant 10, 15, 20 ans, mettre des barrières comme ça pour se protéger à juste titre, licencier des gens comme ça pendant 10, 15, 20 ans, se retrouver face à des situations difficiles où on se retrouve entre le marteau et l'enclume comme ça, je vois difficilement un être humain ne pas devenir beaucoup plus dur et strict. Voilà. Donc, ma question va être la suivante. Est-ce que cette fonction-là ne finit pas par avoir raison de l'humanité des personnes qui l'ont? Non. Non, parce que en toute chose, il faut savoir être soi aussi. Parce que quand tu sais qu'à un moment, quand tu vois qu'il y a conflit, le mieux, c'est de se retirer, en fait. Parce que c'est pas ton entreprise. C'est ce qu'on dit toujours. Et si tu veux t'engager dans ce genre de combat-là, tu risques de perdre, en fait. Et c'est ce qui dénature les gens. Et si toi, en fait, c'est vraiment tout autour de la prise de recul. C'est d'avoir cette force-là de se dire que, en fait, j'ai mes valeurs que je veux conserver ou je ne me reconnais pas dans ça. Et je préfère me retirer, en fait. Quand tu dis te retirer, partir carrément? Oui, partir de l'entreprise, en fait. C'est comme le mariage. On fait tout pour que ça marche. Et si à un moment, ça ne marche pas, on se sépare. Mais quel exemple! On se sépare. Quel exemple! On se sépare. Un exemple brutal. Mais bon, disons on se marie pas pour divorcer, mais c'est comme ça, voilà, quand tu rentres en entreprise, que tu es en CDI, tu veux que ça se passe bien et tout. Mais à un moment donné, si tu vois que tu n'as pas envie de changer, tu n'as pas envie d'être... C'est pas ta nature. Moi, je sais que dans ma nature, je suis quelqu'un d'assez jovial. J'aime beaucoup parler avec les gens. Si je suis dans une entreprise où on me dit que non, tu es trop jovial, tu es trop humaine, tu te retires, en fait. Moi, je sais que je suis une psychologue RSU LinkedIn qui raconte, en fait, que par le passé, on lui reprochait d'être une RH trop douce, une RH trop gentille et tout. Donc, parfois, en fait, ce que la direction attend de toi, ça peut être en contradiction avec tes valeurs. Et pour ne pas que ça te change, ça te transforme, mieux tu te retires. Je me dis, mais se retirer, c'est pas tout le temps si évident. Parce que bon, on est dans la vie, il y a les factures, il y a les responsabilités. Et dire qu'on quitte son CDI comme ça, c'est difficile. Non, tu prends le temps de la réflexion. Tu prends le temps de réfléchir. Et puis voilà, tu ne dis pas du jour au anticipes. lendemain que je viens, je pose ma démission, et puis tu te retrouves sans rien. Après, bon, maintenant, il y a le chômage aussi. Mais... Non, mais à partir du moment où tu ne te sens pas bien dans une entreprise, déjà ton réflexe, c'est de commencer à chercher petit à petit. Il y a des gens, et puis tu te dis que, enfin, c'est comme ce qu'on se dit, une personne est indispensable. Si moi, je n'arrive pas à faire le taf, si j'arrive à être aussi dur que la direction le souhaite, quelqu'un d'autre sera très dur. Et puis, c'est comme ça. D'accord. Du coup, si tu devais, pour un étudiant ou une étudiante aujourd'hui, ou quelqu'un qui commence dans la fonction, donner de façon synthétique les éléments qui pourraient lui permettre de réussir dans cette fonction, qu'est-ce que tu dis? Dans la fonction RH? Ouais. C'est vraiment d'être soi, mais puisqu'on parle de l'humain là, assure-toi que tu es dans une entreprise qui est vraiment en accord avec tes valeurs. Au début, quand moi j'étais étudiante, quand on parlait vraiment de valeurs, des trucs comme ça, moi je trouvais que c'était trop théorique, on ne me sent pas, je viens, je fais mon travail, à la fin du mois on me paye et tout. Mais quand tu vois que tu es dans une ambiance, parce que c'est pas que le travail, bien sûr, tu vas passer plus de temps au travail que peut-être même avec tes propres enfants. Parce que quand tu vas rentrer, tes enfants ils seront endormis et tout. Mais vraiment, quand tu vas te rendre compte que le fait de travailler avec une personne, ça influence toi, ton humeur, où tu peux aller au travail avec la boule au ventre. C'est vraiment, vois tes valeurs, vois l'entreprise. L'entreprise peut définir des valeurs et tout, mais derrière, peut-être que ce n'est rien que ça. Mais une fois que tu commences à te sentir mal ou
quand tu n'es pas à l'aise avec ce que tu fais, bien sûr, tu ne seras pas toujours à l'aise avec des choses, mais quand ça commence vraiment à remettre en cause ta personnalité, À créer du mal-être. ben c'est pas fait pour toi, quoi. Faut commencer en tout cas, ce que ton métier et l'entreprise, ça doit être en cohésion, en fait. Il faut que ça Cohérence soit avec en tes cohérence valeurs. avec tes valeurs. Est-ce que quelqu'un qui est jeune diplômé, justement, Quand qui tu es apporte, jeune diplômé, tu te dis pas ça. Ah, merci. Ok, voilà, Quand c'est ça. tu es jeune diplômé, tu te dis Voilà. pas ça. Je sais Ouais. que j'ai eu le cas. J'ai eu une fois à discuter de Ouais. ça avec mes amis et tout. On était aussi... Moi, je venais de finir. Mais moi, je tenais ce langage-là parce que dans les cours, on faisait des cours de bilan comportemental, des trucs comme ça. On nous disait ça. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai galéré pour trouver mon premier emploi. Quand je l'ai trouvé, ça ne se passait pas bien. Je ne disais pas que c'est pas en cohésion avec mes valeurs. Je ne disais pas ça. Je travaillais, je prenais vraiment sur moi. Ouais. Je travaillais et puis je me suis assurée d'avoir un peu de sous avant de pouvoir partir et tout. D'accord. Donc, quelque part aussi, il y a des sacrifices qu'on fait. Ça fait partie de la vie. Tout n'est pas linéaire, tout n'est pas beau. Il y a des sacrifices, mais il faut savoir à quel point tu supportes. Mais c'est vraiment d'être soi, de veiller à sa paix et tout. Parce qu'au final, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de cas quand tu avances, il y a beaucoup de cas de burn-out, des gens qui ne sont pas bien dans l'entreprise. Ça influence leur vie privée et tout ça. Non, c'est... Il n'y a pas que ton savoir-faire qui compte. En tout cas, c'est ce que je tiens à dire à mes jeunes étudiants, à mes petits frères, en tout cas aux étudiants, c'est ce que je compte dire. Donc, bon, il va falloir savoir faire le dos rond, savoir encaisser, se connaître ses valeurs, savoir jusqu'où on peut supporter des choses et savoir aussi anticiper, se préparer son départ, préparer sa sortie à partir du moment où on perçoit cette dissonance-là entre ce que l'entreprise et ses instances disent, veulent ou incitent à faire, ou demandent de faire, et ce qu'on pense être bien, ce qu'on veut faire, ce qu'on s'estime ne pas être en capacité de faire, ne pas vouloir faire à long terme. Donc Agathe, est-ce que tu as quelque chose à dire après tout ça? C'était assez complet, c'est bien d'avoir eu, parce qu'elle a un regard tout autre en tant que RH. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc voilà. Bon, on avait 2 RH sur le plateau aujourd'hui. 2 RH et un technicien, un ingénieur. C'était intéressant. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire pour conclure encore plus que ce que nous avons déjà fait. Nous sommes ravis de vous avoir eu avec nous. C'était un plaisir aussi. C'était un plaisir en tout cas de partager pas mal de choses. C'est bien aussi, je suis régulièrement vos vidéos et je trouve que c'est important aussi d'avoir un feedback RH, comment on se sent aussi, comment on voit, dans notre point de vue. Exactement. En fait. C'était ça l'objectif, puisque bon, des fois, Agathe et moi, on est plutôt d'accord. Aujourd'hui, on voulait quelqu'un qui n'est pas nécessairement d'accord. Voilà, donc merci d'être venu. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Ça donne une autre vision aussi de la fonction, d'une façon de penser. C'est vrai. Et donc, c'était très important d'avoir cette conversation tripartite. Il peut y avoir des RH piplets parce que dans chaque groupe, il y a toujours une brebis égarée et tout, mais c'est pas le but de la fonction. Voilà, c'est ça. Eh bien, nous allons conclure sur ces mots sages. Alors, si vous avez vécu des choses, nous serons ravis d'entendre en fait vos histoires. Donc, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous écouter chaque semaine. Et à la prochaine. À bientôt. À la prochaine.